Bienvenue donc au salon CMA Aube, salon de la création. Et donc, le sujet aujourd'hui, c'est, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est comment créer une entreprise en tant que franchisé. Et voilà, on va aborder les sujets et vous pourrez poser les questions que vous souhaitez durant cette petite réunion, conférence. Donc l'idée, on va se présenter, et puis deux, je vais laisser ensuite la parole à Yves Sassy, qui est le président du club de la franchise, qui regroupe plusieurs dizaines, voire centaines de franchiseurs très connus, avec qui il a des relations privilégiées. Et donc, il est lui-même, il se plantera lui-même, mais aussi, il a été lui-même franchiseur et, a eu également un certain nombre de franchisés sous sa coupe, entre guillemets. Donc voilà, l'idée c'est également de vous présenter aussi une solution qui s'appelle goodprofil.com, que vous voyez certainement à l'écran, et qui permet justement de s'inscrire et d'être mis en relation avec un certain nombre de franchiseurs. On vous montrerai par la suite l'ensemble des franchiseurs qui sont adhérents au club de la franchise et à Good Profil également. Voilà. Pour ma part, je ne me suis pas présenté, donc moi, je m'appelle David Alonso. Je travaille essentiellement dans les systèmes informatiques depuis plus de 20 ans. J'ai mis en place goodprofil.com également avec le club de la franchise. Et, et donc, on a pu élaborer un système qui est plutôt sympa. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Bon, par ailleurs, voilà, donc mon métier, c'est de faire du développement, c'est de travailler sur des outils intelligents, innovants. Voilà, et là, on a mis en place avec Yves Sassy un outil qui me semble intéressant. Et voilà, on en parlera plus tard. Eh bien, Yves, je te laisse la parole. Merci David, et puis ravi d'être ici pour pouvoir parler de franchise et de création d'entreprise. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, on va attendre aussi les questions des gens qui sont connectés à ce webinaire. Alors, qui suis-je? Je vais faire un résumé d'une longue carrière dans le monde de la franchise, mais je suis effectivement le fondateur du Club de la franchise que j'ai créé il y a 4 ans. Précédemment, j'avais créé l'Observatoire de la franchise, qui est un site internet dédié à cet univers-là, que j'ai créé il y a 23 ans et qui est devenu assez rapidement le leader du secteur, puisque c'était le premier à l'époque, c'était en 1997. Et avant, j'ai aussi été entrepreneur, mais dans le monde du vêtement pour enfants, où on a lancé et créé un petit réseau de franchise d'une vingtaine de magasins en franchise et 5 en propre, et puis des corners dans les grands magasins un petit peu partout dans les grands pays, aux États-Unis, au Japon, etc. Donc c'est une longue expérience et puis une bonne connaissance de cet univers-là, de la création en franchise et des pièges et des avantages qu'on trouve dans cet univers où on peut créer son entreprise à peu près dans tous les secteurs d'activité en s'entourant de gens qui ont déjà un savoir-faire, c'est la base de la franchise, qui savent le transmettre, c'est le deuxième élément important, et puis qui savent le développer et aussi qui ont une gestion agile du commerce. On s'en aperçoit en ce moment avec tout ce qui se passe. Si vous n'êtes pas agile, si vous n'êtes pas réactif, il y a de grandes chances que ce soit compliqué au bout d'un certain temps. Voilà, alors rapidement être franchisé, c'est rejoindre un réseau, une marque, une enseigne
qui existent déjà, qui ont déjà une certaine expérience. On dit que pour rentrer dans un réseau de franchise, il faut s'affilier à un réseau qui a déjà au moins 3 ans d'existence et 2 exploitations réussies, ou bien 2 ans d'existence et 3 exploitations réussies. C'est un schéma général, mais c'est par prudence que l'on conseille ça aux futurs candidats. Ensuite, bon, il faut choisir un métier dans lequel on se sentira bien. Il faut choisir un secteur d'activité qui correspond à ce que l'on aime ou ce que l'on aimera faire, ou être investisseur et prendre un secteur d'activité qui soit a priori rentable. Voilà, il y a plein de choses à savoir, énormément de données à analyser, à essayer de comprendre. Et je pense que c'est non pas un parcours du combattant, mais c'est un parcours qui est important à suivre, étape par étape, pour parvenir à monter une entreprise qui tienne le coup. Ce n'est pas le franchiseur qui va faire le chiffre d'affaires, ce n'est pas le franchiseur qui va aller chercher les clients, ce n'est pas le franchiseur qui va les recevoir et leur parler comme devrait parler un commerçant à ses clients. Créer un lien, créer un dialogue avec ses consommateurs, et pas simplement un dialogue du type bonjour, comment allez-vous, le dialogue du quotidien de quelqu'un qu'on croise dans la rue. C'est un dialogue qui doit apporter quelque chose aux clients dans le secteur d'activité que vous représentez. Le chausseur qui voit entrer son client et qui regarde ses chaussures en disant mais comment il peut se balader avec des pompes pareilles, même s'il ne fait que le penser, c'est une erreur stratégique. Et il faut l'accueillir en regardant ses chaussures en disant ah, et puis une petite phrase qui fait que soit elles sont vraiment très très usées et on dit ouais, il était temps de venir nous voir, soit elles sont jolies, même si elles ne vous plaisent pas, et on dit ah mais vous avez de jolies chaussures, nanana, etc. Je crois que le métier de commerçant, la franchise n'est pas seulement liée au monde du commerce boutique, mais le métier de commerçant est un métier. C'est pas simplement une activité professionnelle. Et le commerçant se doit d'avoir une relation, une véritable relation, y compris à notre époque où on travaille essentiellement avec son téléphone. Voilà, c'est une présentation un petit peu large, c'est un moyen d'entrer dans le vif du sujet, mais devenir franchiseur, devenir créateur d'entreprise, c'est important, ça engage de l'argent, un petit peu ou énormément, ça engage sa vie future, quand on signe des cautions bancaires, quand on achète un fonds de commerce. Ça engage sa vie future aussi parce que c'est une expérience professionnelle que vous mettrez sur votre CV. Plus elle sera courte, moins bonne sera la qualification. Donc, agir avec prudence, avec sérieux, et puis aussi avec l'envie de réussir, avec cette envie du chef d'entreprise. C'est pas simplement une activité professionnelle, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand vous rencontrez un client, vous avez envie, quand vous montez votre boîte, de la faire réussir, et il y a peu de, heu il y a peu je cherche mon mot, mais d'éléments qui peuvent vous faire renoncer quand vous êtes un véritable créateur. C'est le plaisir d'avancer, le plaisir de créer, le plaisir de mettre en avant, de choisir ses collections, d'ouvrir des magasins, de faire une belle vente, de fidéliser des gens, d'en recevoir chaque fois que vous ouvrez la porte de votre magasin le matin et que des clients rentrent. C'est pour un véritable commerçant, c'est un vrai bonheur. Un jour, j'ai ouvert un magasin dans une grande ville et je suis allé voir nos futurs voisins. On était en train de préparer les travaux et j'ai demandé ce que pensaient les commerçants locaux du quartier, des clients, etc. Et puis, histoire aussi de me présenter, de me faire connaître. Et il y a un des vendeurs d'une boutique voisine qui me dit: «Oh, vous savez, il y a qu'une chose à faire ici, c'est quand un client rentre, c'est de faire comme s'il venait dîner chez vous, comme si c'était un ami». Voilà,
En fait, c'est la seule leçon que j'ai retenue de ce sondage-là. Heu, c'est ça le commerce. Après quand, il y a d'autres secteurs d'activité, il y a pas que le commerce, avec des magasins, y compris, des grandes entreprises, dans la réparation automobile et cetera. C'est aussi du commerce, c'est très technique, c'est différent du commerce traditionnel des vêtements ou de choses comme ça. Heu, il y a le service à la personne qui demande évidemment moins d'investissement, mais qui en revanche nécessite d'avoir 2 métiers. Un métier dans le domaine d'activité que vous avez choisi, l'assistance à la personne, la réparation informatique et cetera, donc avoir une connaissance du métier, mais aussi une démarche, un savoir-faire dans la démarche commerciale. Aller chercher des clients. Anecdote, j'ai rencontré un jour une dame qui m'a dit: «Ah, je suis, juriste dans une grande entreprise», je crois que c'était une compagnie d'assurance. Je veux donner un sens à ma vie, je veux faire du service à la personne, en particulier aux personnes âgées, les amener faire des courses, faire heu heu, les accompagner en fait, un petit peu, dans toute leur démarche et cetera. Non pas pour faire le ménage, mais surtout pour, être présente avec elles, les aider et cetera. Et je l'ai retrouvée 2 ans après, j'animais la réunion, des franchisés de ce réseau-là que je connaissais bien, et je l'ai retrouvée là et je lui ai dit: «Alors comment allez-vous?» Et elle m'a dit: «Oh ça va, j'adore mon métier. Le problème c'est que j'ai seulement 2 clients et en fait, je peux pas vivre avec 2 clients, enfin 2 clientes, c'est pas suffisant». Et je lui ai dit: «Mais vous savez, je vous l'avais dit, votre métier, c'est pas d'aller, assister vos clients, c'est d'aller chercher des clients et confier, le client à vos salariés. C'est ça être franchisé dans ce métier-là». Elle m'a dit: «Oui, mais en fait, j'avais quand même envie de le faire», et elle est retournée dans sa compagnie d'assurance. Ne vous trompez pas de métier. Si vous êtes un amoureux de la gastronomie, mmh, devenez restaurateur, mais si vous faites la cuisine vous-même. Si c'est pour, être dans un réseau de fast-food, ce qui est très bien, qui est très rentable, c'est pas vous qui ferez la cuisine. C'est pas vous qui choisirez, alors vous choisirez peut-être certains éléments chez le fournisseur, mais c'est pas vous qui choisirez les recettes. Donc, j'insiste, ne vous trompez pas de métier en lançant votre activité. Est-ce que alors moi je ne vois pas s'il y a des questions, des commentaires. Je serais prêt à tenir, le crachoir pendant 24 heures, et je veux pas ennuyer le monde avec, mes histoires, mais est-ce qu'il y a des questions, David? Pour le moment, je ne vois pas de questions. Je crois qu'il y avait une personne qui avait ciblé plutôt effectivement la partie franchise, mais avec plutôt dans le secteur du service. Voilà, mais n'hésitez pas, pour les personnes présentes, euh, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant. Et si vous avez vraiment des questions précises, voilà, Monsieur Sassi est là pour vous répondre très précisément sur vos inquiétudes, sur voilà, sur toutes les questions que vous pouvez vous poser euh, avant une création d'entreprise, puisqu'il s'agit d'une création d'entreprise. Et voilà. Ce qui serait intéressant peut-être parmi les gens qui sont là, si certains pouvaient dire: «Moi, ce qui m'intéresse, c'est tel secteur d'activité», ou bien, c'est plutôt le côté financier, comment on finance, la création d'une entreprise en franchise, qui paie quoi? Souvent, on nous pose cette question, est-ce que le franchiseur participe financièrement, à la création de l'entreprise? Je vous réponds tout de suite, c'est non, sauf exception, bien entendu. Il y a des cas où le franchiseur, peut, heu, participer au financement d'une partie de l'investissement. C'est vrai, par exemple, chez McDonald's. Alors, je ne redonne pas le détail parce que je ne le connais pas suffisamment bien, mais la plupart du temps, McDonald's finance, l'immeuble, les gros travaux de l'immeuble, et c'est le franchisé qui, lui, finalise le financement,
l'aménagement du magasin, etc. Donc, il y a beaucoup de choses possibles. Je travaille en ce moment avec Carmila, qui est le groupe immobilier de Carrefour, qui s'occupe des centres commerciaux. Carmila a lancé un outil qui va permettre aux candidats commerçants, candidats à la franchise, candidats commerçants qui souhaitent s'implanter dans un centre commercial du groupe Carrefour, le groupe va les aider sur la recherche de l'emplacement, sur les travaux, les recherches de financement, etc., y compris d'ailleurs dans une partie du financement, et je ne m'engage pas pour eux, mais une partie du financement de l'investissement global. Sinon, si le candidat est un candidat isolé, il financera l'ensemble de l'investissement, c'est-à-dire l'acquisition du fonds de commerce ou du droit au bail, évidemment les loyers qui suivront, et puis les travaux d'installation qui devront respecter les normes du franchiseur, et ensuite tout ce qui va aller autour du démarrage, c'est-à-dire le financement des stocks, la publicité. Ne négligez pas la publicité. Quand on parle de publicité, c'est aussi tout ce qui concerne le côté digital de la pub aujourd'hui. Ce n'est pas simplement faire du 4x3 ou du flyer. Et c'est s'investir dans les réseaux sociaux, dans les avis clients, tout ce qui va tourner autour du monde digital. Voilà. Dites-moi, juste un message de quelqu'un qui souhaite s'installer dans la restauration. La restauration, c'est un monde très très vaste. Aujourd'hui, ça représente 30 à 40, enfin un peu plus de 30% du monde de la franchise. C'est, vous le savez tous, un secteur qui est difficile en ce moment, qui est très difficile depuis, je crois que c'est le 17 mars, pandémie aidant, c'est pas le mot qui convient. Et là, je n'ai pas de conseil à donner. Si votre objectif était depuis un certain temps d'ouvrir un restaurant, peut-être qu'il faut attendre quelques semaines, voire quelques mois. En revanche, sachez que la plupart des réseaux de franchise jeunes ont réussi à faire des scores assez impressionnants dans cet univers-là. Vous avez des gens, alors je peux en citer un petit peu en vrac, mais des gens comme Nachos ou comme Bagel Corner, au Tacos ont fait d'excellents scores, c'est-à-dire qu'ils ont remplacé une partie de ce qui était service à table par du service en livraison, et ils ont à peu près réussi à atteindre des scores équivalents, voire mieux pour certains, depuis le Covid. Bon, c'est pas une situation normale, mais c'est une situation dans laquelle on s'aperçoit que certains franchiseurs et certains franchisés ont réussi à dépasser les difficultés en étant réactifs, inventifs, agiles, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Alors, effectivement, quelqu'un me dit pas de projet précis à l'heure actuelle. Ce qui, en fait, est le bon sens même, c'est à partir du moment où on se dit qu'on va créer une entreprise, l'idéal, c'est de bien réfléchir. Évidemment, j'ai créé quelques entreprises. Je connais évidemment dans ce monde de la franchise énormément de gens qui ont été créateurs d'entreprises en difficulté. Et je connais évidemment beaucoup de gens qui ont réussi, qui ont très très bien réussi. Et souvent, les difficultés viennent du fait que on s'est lancé sans trop de réflexion et sans s'entourer de gens qui ont une certaine expérience. C'est pour ça que la franchise est efficace. Alors, je vais faire une petite parenthèse qui déplaît souvent à certaines personnes, mais
le but n'est pas d'aller voir des consultants qui vont vous aider à rentrer dans le réseau qui va vous convenir. Faites-le vous-même. Le consultant, il a évidemment un gros défaut, mais c'est son métier, c'est d'être intéressé par la facturation au moment où vous allez signer un contrat de franchise avec un de ses clients. C'est difficile quand on est à sa place de faire le choix entre vous placer dans le bon réseau pour vous ou vous placer dans le réseau qui va le mieux le rémunérer. C'est un défaut humain et je ne critique rien du tout. Je dis simplement, soyez vigilants à tous les points de vue, y compris quand vous allez chercher un fournisseur d'ailleurs. Voilà, cet univers n'est pas un univers particulier du monde du commerce. La franchise fait partie de l'ensemble. Quand vous avez des difficultés dans un secteur d'activité, que ce soit l'automobile, la restauration, l'hôtellerie, etc., il connaît des difficultés aussi quand il s'agit du monde de la franchise. On a connu, il y a une grosse vingtaine d'années, l'histoire de la vache folle. Les restaurants spécialisés dans le grill, les compagnies, les Buffalo Grill, euh, ont mieux résisté que les restaurants indépendants. Parce qu'il y avait derrière une structure, il y avait d'abord plus de chiffre d'affaires que des petits restaurants, pas tous, mais que des petits restaurants indépendants, et ils ont mieux résisté. Donc le monde de la franchise est non seulement un levier pour créer son entreprise, mais c'est aussi une espèce d'assurance. Quand vous regardez les chiffres de boîtes comme, je vais citer McDonald's ou Afflelou ou des gens comme ça, il y a très très peu d'échecs, très très peu d'échecs. Et les échecs sont dus soit à des événements locaux, géographiques, des travaux, des changements de circulation ou des choses comme ça, des maladies, des décès, enfin bon, tout ce qu'on connaît dans la vie de tout le monde, soit des erreurs de gestion. L'erreur de gestion, c'est j'ouvre quand je veux, c'est je m'entends pas avec mon personnel, c'est je suis pas aimable avec les clients. C'est tout ce que vous pouvez imaginer. D'ailleurs, une petite question, Yves, je Oui. coupe sur le fait Ah de. ben oui. Je souhaite ouvrir mon magasin d'optique, j'hésite sur le choix de l'enseigne encore. Peut-on se permettre d'appeler les différentes enseignes? On t'a un petit peu déjà répondu à la question, mais Ouais, en réalité, la dernière partie de votre question est, est une partie hyper importante. Vous êtes un futur créateur d'entreprise, vous vous intéressez à un secteur, vraisemblablement vous avez déjà un diplôme d'opticien, c'est une nécessité. Oui, vous pouvez téléphoner aux différentes enseignes. Oui, vous pouvez aller voir des franchisés déjà implantés, leur demander comment ça se passe dans le réseau en leur disant j'y pense, qu'est-ce que vous pensez de votre franchiseur? Est-ce que si c'était à refaire à la limite, une fois que vous serez resté quelque temps avec eux, vous pouvez même leur demander s'ils sont satisfaits de leur chiffre d'affaires, si les marges sont bonnes, si la communication permet de… Est-ce qu'ils sont tous à la hauteur de la communication d'Inflelou? Pardon. Euh, euh, vous pouvez évidemment rentrer en contact avec eux. Une anecdote pour répondre à cette question-là. Dans le monde de la franchise, on dit que les gens qui sont intéressés par une enseigne l'appellent directement. Et alors, on commence en disant bah, vous voulez ouvrir un McDonald's, vous appelez McDo en disant voilà, j'ai $1 million, je voudrais ouvrir un McDo, je suis à Toulouse, est-ce que vous avez des implantations là-bas? Chez McDo, on vous parle, on ne vous invite pas à venir au siège, on discute avec vous, puis on vous dit non, mais ça ne marchera pas parce que, je résume, vous n'avez pas le profil. Ce monsieur ou cette dame passe un deuxième coup de fil et il appelle, alors en bas de Good Profil, il y a Burger King, alors je vais parler de Burger King, c'est le groupe Bertrand, c'est une belle et grosse maison. Et chez Burger King, on va lui faire la même réponse, peut-être ou pas, mais on risque de lui faire la même réponse en lui disant ah oui, mais non, mais vous comprenez, Toulouse, c'est déjà fait, on a déjà des magasins, etc., etc. Bon, je ne vais pas y passer 2 heures. Et le niveau d'exigence du candidat va baisser. Et il va finir par se retrouver
à s'inscrire lui-même sur des supports où on va aller le chercher. Et il finira par prendre une enseigne qui, en fait, qu'il n'aura pas choisie en réalité. Et c'est le franchiseur bon commercial qui va choisir ce candidat-là. Donc, à vous d'aller voir les enseignes, à vous de discuter avec eux, d'aller voir des candidats, enfin pas des candidats, d'aller voir des franchisés, de faire les salons, etc., de vous enregistrer sur des sites et de ne pas vous laisser démarcher par un franchiseur. Là, David nous montre son outil, là, Good Profile. S'il y a une enseigne, alors je n'ai rien à vendre, hein, mais s'il y a des enseignes qui vous intéressent dans Good Profile, inscrivez-vous, mais quand elles vont vous contacter, choisissez-les. Soyez aussi exigeant que n'importe quel créateur d'entreprise qui va vouloir monter sa boîte. L'objectif, c'est que vous vous sentez bien avec les gens que vous allez rencontrer. L'objectif, c'est que l'ensemble du réseau, c'est super important, soit satisfait. Il y aura toujours des mécontents. Ce n'est pas parce que le franchisé d'Aix-en-Provence vous dira du mal de l'enseigne que tout le réseau est mauvais. Simplement, essayez de voir quels sont les éléments qui font que ça vous conviendra ou ça ne vous conviendra pas. Voilà. Dans le reste de votre question, quand, quand on choisit, et c'est vrai, c'est vraiment vrai dans le monde de la lunette, quand on choisit un secteur d'activité, vous avez, vous avez les anciens, les bonnes boîtes qu'on connaît tous, qui sont reconnues dans le monde du public, Optique 2000, évidemment Alain Flelou, des enseignes qui existent depuis longtemps et qui ont une implantation géographique très étendue dans notre pays et souvent à l'étranger. Rentrer chez eux, c'est une assurance quasi de réussite. Quasi, bien sûr. Tout peut arriver si vous avez un mauvais emplacement et si l'analyse n'a pas été très bien faite. Mais c'est une garantie, une forme de garantie. Je connais bien Flelou pour avoir beaucoup discuté avec Alain Flelou il y a quelque temps. C'est un vrai pro de la franchise, c'est un vrai pro de l'optique, mais c'est surtout un vrai pro du marketing. Et puis, vous avez en face de ces enseignes-là, c'est vrai pour le burger, c'est vrai pour l'hôtellerie, c'est vrai pour l'automobile, vous avez des gens qui innovent. Aujourd'hui, la grande tendance des créateurs d'entreprises dans le monde de l'optique, c'est l'optique moins chère. C'est l'optique design, c'est des magasins avec moins de choix, mais hyper centrés sur certaines formes de lunettes, et puis des verres qui sont de qualité, j'y connais rien, mais qui sont beaucoup moins chers, en tout cas vendus beaucoup moins cher que beaucoup de grandes enseignes. Parce que ils ont des techniques d'approvisionnement, certains sont fabriqués en France, certains sont déjà, ont déjà un savoir-faire dans ces métiers-là et vous permettent d'obtenir des lunettes, on parle de lunettes mode, tendance en tout cas, et beaucoup moins chères et payées souvent par la Sécu. À vous de voir si le marché est. Il faut faire une étude. Si, 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 si j'étais moi-même intéressé par ce secteur-là, j'irais voir les deux et je regarderais ce qui est le plus rassurant pour un chef d'entreprise. Est-ce que c'est d'avoir une jeune entreprise avec une marque qui n'est pas connue, mais qui a un côté mode, qui est assez, peu importe le terme, peu importe le type de client, mais qui soit assez bobo, si c'est à Paris ou je ne sais quoi, si c'est ailleurs, à Toulouse ou à Marseille, ou à Limoges, une ville que j'aime beaucoup. Les commentaires? Ou à 3. Ou à 3, oui. Mais je ne voulais pas trop influencer les gens. Ce qui est important, c'est de cibler une activité qui vous corresponde
et en même temps qui correspondent au marché. Quand vous allez dans la rue, vous rentrez dans certaines boutiques et pas dans d'autres. Vous avez des enseignes qui ne vous attirent pas, alors que d'autres qui vendent le même t-shirt, enfin, d'une couleur peut-être différente, vous attirent parce qu'elles ont un nom, parce qu'elles ont une image, etc. Euh, Quelle est la tendance en fait dans votre rue de ce type d'achat? Le micro-trottoir, je suis en train de préparer quelque chose là-dessus, mais le micro-trottoir, qui n'est pas un outil très digital, est un bel outil qui coûte pas cher d'ailleurs, et c'est un bel outil pour savoir dans un endroit, dans un lieu géographique, une rue piétonne ou pas, etc. C'est un bon moyen de savoir pourquoi les gens viennent dans telle boutique et pas dans telle autre. Dans des produits évidemment identiques, concurrents. Il y a si vous souhaitez ouvrir à Troyes un magasin d'optique, voyez ce qui existe comme marque, regardez quelles sont les offres différenciantes, le bon œuf le loup qu'on connaît bien et qu'on aime bien, et l'optique 2000, et puis enfin Chris, etc. Et puis celui qu'on ne connaît pas, qui se fait un nom, mais qui en revanche a une boutique un peu plus design, avec une collection plus restreinte, etc. Voilà le type de démarche. D'autres questions? David, Non, je pas pour l'instant d'autres questions. N'hésitez pas à poser vos questions, évidemment. En préparant l'émission, je discutais, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je discutais digital avec des gens du commerce. Le, le- le magasin traditionnel, que ce soit en optique ou en restauration, enfin peu importe, y compris la réparation automobile et surtout l'hôtellerie, etc. Mais euh, j'ai dit la restauration automobile tout à l'heure, je voulais dire tout ce qui concerne l'accessoire automobile, etc. Mais la restauration, évidemment, c'est incontournable de digitaliser une partie de son activité. Le digital, c'est un outil complémentaire. Je disais justement ce matin à ces gens-là que le commerçant avait trois métiers. Son métier de commerçant, savoir parler aux gens, savoir vendre, etc. Un métier de marketeur, de marketing. Alors, s'il est franchisé, il ne choisit pas trop sa collection, mais s'il ne l'est pas, il faut que ce soit un professionnel de son secteur d'activité, les achats, la mise en avant, etc., le marketing, etc. Et un troisième métier, il y en a d'autres, hein, la gestion, la comptabilité, la banque, hein, et un troisième métier qui est le digital. C'est devenu un outil lié au marketing, mais qui est un outil compliqué quand on n'est pas habitué. Techniquement, c'est compliqué et après, l'utilisation est simple. C'est un métier de savoir comment choisir son interlocuteur, son fournisseur d'outils digitaux. Euh, Quand vous allez faire des SMS et quand vous allez faire des, des emails, ne les faites pas en vrac. Il y a deux raisons. C'est pas parce que vous avez une base de données de 5000 SMS, enfin un numéro de téléphone et de 5000 adresses email, qu'il faut envoyer vos messages à tout le monde. Il y a deux raisons. La première, c'est que ça ne sert à rien d'envoyer des messages à des gens qui ne sont pas concernés. Ça les ennuie et ils ne viendront pas vous voir. Et la deuxième raison, c'est que chaque fois que vous envoyez un SMS, ça pollue. Alors, évidemment, c'est comme un flyer. Un flyer jeté par terre, ça pollue. Mais un SMS aussi, ça coûte en consommation, en carbone, en choses comme ça. Moins vous en envoyez, et si tout le monde faisait cet effort de ne pas envoyer des emails en vrac, on consommerait, enfin, le bilan carbone serait moins négatif. Voilà, c'est aussi un élément qu'il faut calculer dans vos démarches. Euh, Votre base, votre fichier de clients, il a une valeur que vous pouvez imaginer. Si vous demandez à un prestataire d'identifier
le profil général de vos consommateurs en lui confiant votre liste de numéros de téléphone ou d'adresse email, vous seriez surpris de voir toutes les informations qu'il va vous donner. Simplement parce que les gens qui ont une adresse email se sont connectés sur leur ordinateur, sont allés sur Google, sont allés sur Amazon, sont allés sur La Redoute, etc., etc., ont consommé ou pas, ont visité des produits, enfin, ont consulté des produits. Et tout ça, la machine le sait. Et c'est inscrit euh, dans le fichier de base de votre client. Et quand vous envoyez donc votre démarche, n'envoyez pas des mailings ou des SMS à des gens qui sont hors tranche d'âge, hors région, etc. Vous pourrez cibler vos envois de façon beaucoup plus efficace. Alors il y a ça, après il y a les avis clients, il faut répondre aux avis clients, etc., etc. Je ne vais pas vous... Le sans contact aujourd'hui, c'est un système de paiement qui va devenir incontournable et on va de moins en moins aller dans les endroits où il faut mettre ses doigts partout pour payer sa facture. Voilà. J'ai beaucoup parlé de recherche enfin, de recherche d'enseignes, de secteurs d'activité, un petit peu euh, de digital. Il y a des sujets, évidemment, il y a plein de sujets que je n'ai pas abordés. Il y a le recrutement de vos salariés. Il y a votre formation chez le franchiseur. D'ailleurs, à propos de recherche de franchiseur, il y a 2 questions que vous devrez poser à votre franchiseur et que personne ne pose. Et quand vous poserez ces 2 questions-là, ils sauront que ça vient de moi. Normalement, un candidat à la franchise ne demande jamais à son franchiseur d'où viennent les produits et en cas de rupture de chaîne d'approvisionnement, comment le franchiseur va faire pour fournir les magasins. Ça paraît idiot. Alors évidemment, quand ce sont, je sais pas, des fruits et légumes ou des pommes de terre, bon, on arrive à se débrouiller. Mais quand il s'agit d'une marque ou d'un produit, je sais pas, chez Speedy, des pneus, des amortisseurs, etc., s'il y a une rupture de livraison d'amortisseurs ou de pneus, on fait comment? Alors, Speedy saura répondre à la question parce que Speedy sait comment on fait. Mais des franchiseurs qui sont moins implantés, moins importants, moins efficaces, moins professionnels aussi, beaucoup vous répondront: «Ah oui, non, il y a aucun problème, les peintures machin, on les a, alors peut-être, sinon on ira les chercher, en Pologne ou en Chine, mais il y a aucun problème, on n'a jamais eu de rupture de stock». C'est pas une réponse. La 2e question que vous devriez poser à votre franchiseur, c'est, sur votre bilan, il y a un compte client à recevoir. Alors client à recevoir, ça veut dire, c'est les clients qui n'ont pas encore payé leur facture. Selon l'importance de ce chiffre-là, l'importance de ce chiffre, ça se compare au chiffre d'affaires de l'année. Si vous avez 1 million de chiffre d'affaires et 500 000 de clients à recevoir, ça veut dire que les gens payent une fois par an, enfin tous les 6 mois, disons. Ce n'est pas ça. Mais souvent, ce poste-là, client à recevoir, il est constitué essentiellement des, des, des pourcentages que doivent les franchisés. Ça veut dire que les franchisés ne paient pas bien leurs royalties. Ça veut dire que s'ils ne les paient pas bien, ça veut dire qu'ils sont mécontents ou qu'ils ne marchent pas, que le commerce n'est pas bon. Ce sont des chiffres. Alors évidemment, je parlais d'Aflotoute tout à l'heure ou Burger King ou des gens comme ça, il n'y a pas ces soucis-là. Ce sont des boîtes qui tournent bien, les franchisés paient, sinon de toute façon, ils ne restent pas franchisés longtemps. Donc ce compte-là va être normal. En revanche, dans des jeunes réseaux qu'on ne connaît pas bien, c'est important de poser la question et de savoir comment c'est réparti. Quel est le pourcentage que le franchisé paye en royalty? Quel est le délai de paiement? Est-ce que c'est tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, une fois par an? Si c'est une fois par an et que le compte est important, ça veut dire que c'est payé en janvier. On fait les comptes fin décembre, il reste 1 million à payer et en janvier, ça doit être tout payé.
à 90%. Voilà. Ces deux questions importantes, ce sont deux questions qu'il faudra poser à votre franchiseur. Après, c'est la formation. Euh, si vous rentrez dans un réseau de coiffure, la formation, ça ne va pas être d'apprendre à couper les cheveux. La formation, ça va être d'apprendre à gérer un salon de coiffure. Comment c'est réparti, comment c'est organisé. Vous avez des gens comme Franck Provost qui ont une école de formation. Et puis, vous avez des petits franchiseurs qui vous apprennent comment. Pas grand-chose. Parce que le coiffeur, c'est vous, et que, à part le marketing, ils n'ont pas grand-chose à vous apprendre. Je noircis le tableau, mais c'est pour donner des images. Voilà. Oui, Je bavarde depuis un certain mais c'est temps. très bien, c'est très bien, c'est très intéressant. Alors, je pense qu'on va terminer par la petite présentation et à quoi sert cet outil pour ceux que ça peut intéresser d'être mis en contact avec avec les franchiseurs. Donc, comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous avez sur le site goodprofil.com la possibilité d'aller dans l'espace candidat. Vous rentrez un certain nombre d'informations qui vous concernent, évidemment, hein, et vous allez pouvoir ensuite valider. C'est gratuit, c'est entièrement gratuit. Ça sert à quoi? Bah, ça sert tout simplement à ce que ensuite, potentiellement, vous ayez des franchiseurs qui vont vous contacter parce que votre profil les intéresse. D'accord? Donc soyez précis si vous voulez voilà, rentrer sur Good Profil et être parmi les candidats à la franchise. Soyez précis et à partir de là, l'ensemble des franchiseurs du réseau, du club de la franchise, va vous voir et peut potentiellement vous contacter. Voilà. Alors, après, les coordonnées sont transmises, enfin, vos coordonnées sont visibles chez le franchiseur sous certaines conditions et, et ils peuvent vous contacter. Voilà. Hein. C'est très simple pour les candidats. C'est comme je répète, c'est entièrement gratuit. C'est une mise en relation. Ce À qu'il faut faire. peut-être ajouter, David, c'est que le Good Profile, c'est un outil, je dirais, quasiment solidaire de développement pour les réseaux de franchise. Ça leur permet d'échanger entre les candidats qu'ils n'ont pas pu utiliser, entre guillemets, ou avec lesquels ils ne contracteront pas parce que la ville ne correspond pas, parce que le financement ne correspond pas, l'activité ne correspond pas. Et donc, les franchiseurs vont s'échanger les profils des candidats. C'est pour les aider à accélérer leur développement. Mais c'est aussi pour le candidat un moyen rapide d'entrer en contact avec des réseaux et de nous interroger sur la fiabilité de tel ou tel franchiseur. Euh, les membres, les franchiseurs membres du club de la franchise sont des gens que je connais bien, sont des gens que je réunis à peu près une fois par mois à l'époque où c'est possible. C'est un réseau je ne dis pas de petits camarades, pas du tout. C'est un réseau de relations amicales entre toutes ces enseignes euh, qui font la force de nos centres-villes, de nos villes, de nos centres commerciaux et qui font que le monde du commerce existe. Tout Voilà. à fait. Voilà, enfin, il n'y a aucune obligation évidemment. Chacun fait comme il veut, hein, et en tout cas, ce sont des franchiseurs que l'on connaît, avec qui voilà, que l'on côtoie régulièrement. Et donc, vous pouvez aussi aller sur la page contact et poser des questions, nous poser des questions, si vous avez des doutes sur certains sujets, etc. Voilà. Je crois qu'on en a terminé. Il est 16h48. On est dans les On est délais. dans les temps. Et voilà. Donc, merci à vous et très bientôt. Merci Yves.
Merci à vous. Et Merci on de a m'avoir prévu invité. d'ailleurs, pour finir, une conférence. On n'a pas encore fixé les dates. On a prévu une conférence début d'année prochaine. Je pense que ce sera relayé dans la presse locale à Troyes. Je suis moi-même à Troyes. Et donc, n'hésitez pas à me contacter aussi, puisque je suis sur place en ce qui me concerne. Voilà. Merci. Merci David. À bientôt.